fin au conflit dans le pays où la guerre fait rage depuis quasi une décennie maintenant. Petit coup de théâtre, cela dit, puisque 48 heures après cette annonce, le gouvernement a fait marche arrière, on va en reparler. Toujours est-il que la question reste d'actualité. Faut-il dialoguer avec les djihadistes? À quoi cela peut-il servir? Est-ce un risque ou au contraire une opportunité pour la paix? On va discuter de tout ça avec nos trois invités en direct de Bamako, capitale du Mali. Tout d'abord, Niagalé Bakayoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sectorial Network, qui est un think tank qui travaille sur les questions de gouvernance de sécurité en Afrique. Toujours à Bamako, le plaisir d'accueillir Mouhamadou Touré. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Studio Tamani, qui est une radio créée avec le soutien de la Fondation Hirondelle. Et puis un bonsoir enfin à vous, Emmanuel Dupuis. Bonsoir. En direct de Paris, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Allez, on va débuter cette discussion avec l'actualité, je le disais. Il y a eu cette annonce des autorités pour négocier avec certains groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et puis une reculade dans la foulée. Emmanuel Dupuis, c'est pas la première fois qu'on évoque des pourparlers, mais comment est-ce qu'il faut interpréter cet épisode? Est-ce que le gouvernement malien veut vraiment négocier avec les groupes djihadistes au Mali ou pas du tout? Vous avez raison de rappeler que ce n'est pas la première fois, puisque les premières tentatives de négociation remontaient aux premières heures de l'opération militaire française Serval. En 2012, d'ailleurs, on commençait déjà à dire qu'il fallait négocier avec celui qui était chef d'une des organisations terroristes, Yadad Ghali, depuis qui a fusionné un certain nombre d'organisations liées à Al-Qaïda. Vous avez raison de rappeler que c'est une demande insistante de la classe politique malienne depuis 2017. La conférence d'entente nationale 2017, comme je le disais, le dialogue national inclusif 2019, ou les concertations nationales qui avaient été mises en place par le régime militaire, tout frais émoulu, si j'ose dire, puisque c'était quelques jours après avoir ravi le pouvoir au président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour répondre à votre question, je ne dirais pas qu'il y a une reculade, en tout cas il y a un agenda. L'agenda, c'est la mise en place des assises nationales de la refondation. Je crois que le Premier ministre Choguel Maïga insiste sur la prégnance, ce sont ces termes, ou la préséance de cette assise nationale de la refondation qui implique évidemment un dialogue inclusif. C'est le mot qui est très à la mode, plus que les élections. Donc je ne serais pas certain que ce soit une reculade, d'autant plus que, comme vous l'avez dit... On a une annonce à un moment donné, il y a 2 semaines, oui, on va aller négocier avec certains groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, et puis 48 heures plus tard, on dit en fait non. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors il faut aussi avoir à l'esprit que le choix du médiateur, en l'occurrence le président du Haut Conseil islamique, Madani Haïdara, n'était pas unanimement reconnu comme tel, puisque en parallèle, l'autre autorité religieuse, l'imam Mahmoud Dicko, avait lui aussi engagé ce dialogue de manière informelle, non officielle. Il est apparu quelques dissonances avec un certain nombre de personnes mettant en avant le fait que ce ne soit pas forcément le président du Haut Conseil islamique qui était légitime pour le faire, mais rappelons la préséance de l'imam Dicko. Je crois aussi, pour répondre à votre question, pour ne pas l'éluder, qu'évidemment il y a eu des pressions extérieures et qu'un certain nombre de pays ne sont pas forcément... La France et les pays de l'Union européenne, et puis même les pays du voisinage. Il y a une sorte de césure qui s'est créée entre d'un côté le Burkina Faso, avec son président Roch-Marc Christian Kaboré, qui lui-même s'est engagé dans ce dialogue avec les djihadistes, ça s'appelle le dialogue de Djibo, et puis de l'autre côté, d'autres chefs d'État et de gouvernement qui sont sur la position d'une fermeté plus affirmée, et c'est le cas par exemple, évidemment, du Niger. Niagalé Bakayoko, ces négociations avec les 2 principaux groupes affiliés à Al-Qaïda, c'est ce dont on parlait en tout cas il y a 2 semaines, ça s'est pas formalisé pour cette fois, mais est-ce que ça n'est qu'une question de temps selon vous, que ça va se faire? Alors, ce qui est très important de préciser, c'est que des négociations ont d'ores et déjà lieu, et depuis un certain nombre de mois, voire d'années. On l'a rappelé, Il ne faut pas uniquement concevoir les négociations comme un processus centralisé entre des autorités exécutives et les leaders des groupes djihadistes. Il faut bien se rendre compte que ces groupes eux-mêmes disposent à la fois de différents groupes de combat qu'on appelle des katibas, mais qu'ils sont aussi sur le terrain confrontés non pas seulement à l'État et à ses représentants, en l'occurrence les forces de défense et de sécurité, mais également à des milices ou à des groupes d'autodéfense qui eux-mêmes ont
pu commencer à passer des accords de non-agression ou tout simplement d'accès aux champs, d'accès au pâturage, d'accès au marché, pour que les populations puissent ne plus subir le joug des groupes djihadistes qui ont pu les prendre en otage dans certaines enclaves. Et l'exemple le plus éloquent en la matière, c'est le cas du village de Farabougou, qui a été assiégé par les groupes djihadistes, probablement de la Katiba du Massina, auquel ni les forces armées étrangères ni les forces armées nationales n'ont pu porter secours. Et le Haut Conseil, justement, islamique du Mali est intervenu comme médiateur dans la crise, en accord avec le ministère malien de la réconciliation, et a réussi à aboutir à une solution qui, malheureusement, a fini par être dénoncée par l'une des parties. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a, dans différentes parties du territoire, des pourparlers, des négociations qui interviennent à un niveau très micro. Et la façon dont le dialogue et les pourparlers seront menés au niveau national devront prendre en considération ces différents processus et également les systèmes de gouvernance très différenciés qui se sont mis en place sur le territoire du Mali depuis le début de la crise. Mohamedou Touré, vous qui êtes journaliste au contact de la population, qu'est-ce qu'ils disent les Maliens de cette question de la négociation du côté du gouvernement, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé récemment? Un jour, ça semble être oui, un jour, c'est plutôt non. Est-ce qu'on y comprend quelque chose à une éventuelle stratégie gouvernementale là? Tout à fait, comme vous l'avez dit, un jour, le ministre des Affaires religieuses et du culte a confirmé la reprise des négociations entre l'État malien et des terroristes. Il disait même que cette négociation est une volonté exprimée par des Maliens lors du dialogue national inclusif tenu en décembre 2019. Ensuite, 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 21 octobre dernier, la primature publie un communiqué dans lequel il est écrit « Aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement pour mener une telle activité ». Mais le gouvernement dit dans le communiqué « officiellement ». Est-ce qu'officieusement, il y a quelque chose qui est en cours? Rien n'est dit par rapport à cela. Maintenant, qu'est-ce que la population malienne dit par rapport à ce sujet-là? C'est qu'aujourd'hui, il y a des Maliens qui disent qu'il faut aller vers les négociations avec les djihadistes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a certains Maliens également qui se demandent qu'est-ce que ces djihadistes-là attendent déjà? Qu'est-ce qu'on va négocier concrètement? Eux, ils pensent qu'aujourd'hui, il faudrait utiliser les moyens militaires pour combattre ces djihadistes. Mais quand on écoute certains enseignants-chercheurs comme Brema Elidiko, lui, il estime aujourd'hui que ce retour, ce repli, entre guillemets, du gouvernement peut être juste pour ne pas frustrer des partenaires engagés dans la lutte antiterroriste et qui avaient émis des réserves quant à des discussions. Il s'agit notamment de la France. Il y a également le professeur Oumar Toumani Diallo, qui est aussi enseignant-chercheur, qui estime aujourd'hui que le gouvernement, à travers ce démenti, ne veut tout simplement heurter des potentiels partenaires également du Mali. Rentrons dans le cœur de cette discussion peut-être maintenant. Est-ce qu'il faut vraiment négocier avec des groupes djihadistes? Est-ce que c'est une opportunité pour la paix ou bien finalement un risque pour les autorités à Bamako en l'occurrence? Néguéli Bakayoko, ça fait 10 ans environ maintenant que le Mali est plongé dans un conflit qui mêle beaucoup d'entités différentes. 10 ans que la solution militaire est privilégiée avec l'opération Barkhane, opération principalement française. Or, on semble extrêmement loin de la paix. Est-ce qu'une négociation aujourd'hui avec les principaux groupes djihadistes, c'est la dernière carte à jouer pour tenter d'arriver à un apaisement de la situation dans la région? C'est en tout cas la réponse qui est donnée à la fois par les autorités maliennes, quelle qu'ait été leur identité depuis 2 ans. Ouais. C'était déjà le cas sous le régime de Boubacar Ibrahim Keïta, puis ensuite sous les autorités de la première transition. Et on voit bien qu'en dépit du démenti qui a été partiellement apporté, les autorités actuelles s'inscrivent dans la même dynamique qu'elles légitiment par le fait que des assises très larges, qui ont été citées au début de cette émission, ont effectivement exprimé la nécessité de dialoguer avec les fils du pays. Et cette question est absolument fondamentale. Quand on évoque les fils du pays, ça veut dire que ces négociations vont s'inscrire dans le cadre de la négociation, dans le cadre de
contrat social qui lie les Maliens entre eux. Et c'est à eux, effectivement, de savoir ce qu'ils sont prêts à négocier. Ouais. Et je pense que c'est une erreur d'opposer la solution militaire et les négociations. La problématique, en réalité, à mon avis, c'est que l'on n'a absolument pas inscrit le recours à l'instrument militaire comme étant mis au service d'une décision politique, ce qui est toujours la vocation, quel que soit le contexte, d'un instrument militaire. Et la lutte contre le terrorisme est devenue une fin en soi, alors qu'on ne combat pas un mode opérationnel. On combat un ennemi qui a lui-même un agenda politique, c'est très clair du côté des groupes affiliés à Al-Qaïda, et c'est une réponse politique qu'il faut y apporter. Ouais. Donc de toute façon, le conflit se soldera par une solution politique, ce qui ne veut pas dire que l'instrument militaire ne peut pas aider notamment les autorités à arriver en position de force dans les négociations. Emmanuel Dupuy, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même de dialoguer avec des groupes qui tuent, avec des groupes qui kidnappent? Est-ce que ça n'entache pas la crédibilité aussi d'un gouvernement? Oui, alors il faut évidemment préciser que la négociation ne se fait pas forcément qu'avec des groupes armés terroristes, mais qu'avec des groupes armés ou des États ou des organisations non étatiques armées. Il y a évidemment les milices, il y a les groupes d'autodéfense et bien évidemment les organisations terroristes, les deux principales, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans sous l'autorité d'Iyad Ghali. Et l'État islamique dans le Grand Sahara, même si, évidemment, la mort annoncée et reconnue de son chef, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a considérablement minoré sa capacité d'action. Je crois que la discussion avec les terroristes, comme l'a dit Niagalé, passe évidemment par toute une série de préalables. La mobilisation des ressources nationales, c'est précisément ce qu'avait dit Mokhtar Ouane, le Premier ministre de la première transition. Le retour des services sociaux ou tout simplement le retour de l'État, pour ne pas dire le retour de l'armée ou des forces armées maliennes. Et bien évidemment, là aussi, une question qui est sans doute la raison pour laquelle les négociations se font, nonobstant les annonces de son inexistence officiellement. La révélisation aussi des rôles des légitimités traditionnelles. Ce sont évidemment des dialogues locaux entre les chasseurs Donzo et les djihadistes. Ça a abouti à un cessez-le-feu en octobre 2020 qui a tenu un peu de temps, bien évidemment, mais qui a été rompu. Et puis, bien évidemment, il faut avoir à l'esprit que la question de la négociation se fait avant tout dans une dimension qui est celui d'une zone dans laquelle il y a de multiples acteurs, les acteurs nationaux, les acteurs internationaux. Et là aussi, force est de constater que l'annonce par le gouvernement d'un recul montre à quel point ils veulent aussi donner un message à la part de leur part vis-à-vis de la communauté internationale, notamment vis-à-vis de la France. Mamadou Touré, vous nous disiez tout à l'heure que la population est séparée entre ceux qui sont pro-négociation, ceux qui voient encore dans la réponse militaire justement la bonne solution. Est-ce qu'à l'inverse, il y a aussi un soutien d'une partie de la population malienne, qui est un immense pays, il faut le rappeler, à certains groupes djihadistes? Est-ce qu'il y a ce soutien qui existe aussi à l'inverse? Alors, officiellement, on n'entend pas cela. On n'a pas vu des gens qui sortent pour dire qu'on soutient ces djihadistes-là. En tout cas, sur les médias également, on n'a pas eu de réaction par rapport à cela. Mais la question qui se pose concernant ceux qui disent aujourd'hui qu'ils préfèrent les moyens militaires, c'est que c'est les mêmes questions que ces personnes-là se posent. Aujourd'hui, s'il faut négocier, qu'est-ce qu'il faut laisser? Est-ce que c'est vers une république islamique qu'on va aller, puisqu'on parle de l'application de la charia? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut négocier encore, ça va permettre de rouvrir les écoles, ça va permettre aux gens de circuler comme ils veulent, notamment au centre du pays. Aujourd'hui, j'ai rencontré un directeur de radio dans une localité au nord du Mali, Bourem, qui dit qu'il a quitté sa localité samedi dernier pour venir dans la capitale malienne, Bamako, passer par le centre du pays, et il lui a fallu juste hier pour arriver à Bamako à cause notamment de l'insécurité à travers le pays. Donc
Ces Maliens se demandent tout simplement comment est-ce qu'ils peuvent circuler librement dans leur pays, comment est-ce qu'ils peuvent vivre normalement dans leur pays. Donc, ces questions peuvent se comprendre d'une certaine façon, mais ça reste encore leurs opinions et nous, on relaisse là. Mais il faut rappeler également qu'en ce qui concerne le Haut Conseil islamique, on parle du Haut Conseil islamique qui a été mandaté. Il a un responsable du Haut Conseil islamique, joint par Studio Tamani, dit également se limiter à ce que le gouvernement a dit dans son dernier communiqué et ne veut pas rentrer dans les polémiques. Pour les 2 minutes qui nous restent, Niégalé Bakayoko, j'aimerais juste encore qu'on s'arrête un tout petit instant sur l'exemple de l'Afghanistan qui résonne aujourd'hui. 20 ans de guerre des forces occidentales contre les talibans. On termine le tout avec des négociations et on connaît le résultat. Tout ça n'était un peu qu'une façade. On se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement qui n'est pas inclusif à Kaboul. C'est une victoire des talibans. Est-ce qu'il n'est pas là le risque aussi pour le Mali également si on négocie ? Alors, je pense qu'il y a un parallèle à faire entre l'intervention internationale en Afghanistan et l'intervention internationale au Sahel, mais que les contextes nationaux sont extrêmement différents. Les talibans avaient une expérience du pouvoir que n'ont absolument pas les groupes islamistes actuels, dont il n'est absolument pas certain qu'ils ont des ambitions de conquête de l'État du Mali en tant que tel. Par exemple, un leader comme Amadou Koufa cherche à asseoir de manière durable, voire permanente, sa conquête et son contrôle du centre du pays. Mais à mon avis, il n'a pas de visée véritablement sur Bamako. Emmanuel Dupuis, ça vous le partagez ? Oui, absolument. Il se trouve que je connais bien la question afghane. La question afghane a un effet psychologique. De là à en faire des comparaisons, c'est un petit peu exagéré. Antonio Guterres a bien dit que comparaison n'est pas raison, mais néanmoins, la manière dont les négociations se font un petit peu à la va-vite est une conséquence aussi de la chute précipitée de Kaboul. Mali, faut-il dialoguer avec les djihadistes ? On arrive malheureusement déjà au terme de cet échange. En tout cas, c'était le sujet de notre grand débat de ce soir. On suivra évidemment avec attention la situation sur place ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et merci beaucoup d'être venu évoquer cette question ce soir déjà dans Forum. Niégalé Bakayoko, Mohamedou Touré et Emmanuel Dupuis, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir.